Et bienvenue à tous dans Mise à jour numéro 2. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas en grève et que vous, peut-être, subissez-vous quelques aléas, on va dire, eh bien, vous avez la possibilité de nous suivre pendant 45 minutes chrono, puisque c'est le pari que nous faisons dans Mise à jour, avec aujourd'hui Guillaume de Cercey, ex-colonel de la Légion étrangère, conférencier et coach, et Éric Blot, créateur de la plateforme lesspeakers.com et producteur de cette émission. Alors aujourd'hui, il y aura de l'aventure, du dépaysement, du drame, de l'action, mais aussi des réflexions beaucoup plus profondes sur l'humanité, sur le management, sur ce qu'est qu'être un chef. Mise à jour, c'est très simple. Pourquoi ce titre ? Eh bien, tout simplement parce que nous faisons votre mise à jour. Vous connaissez le principe de la mise à jour, il est très simple. On implémente des nouveautés, on sécurise le système, on amène de nouvelles fonctionnalités et puis les mises à jour se font régulièrement pour une meilleure qualité de service. Eh bien, c'est ce que l'on fait. Vous allez ici découvrir des femmes et des hommes au profil hors norme. Ils vont vous communiquer leur passion, mais également leur expertise. Ils vont faire votre mise à jour sur des grands sujets d'expertise, sur les grandes thématiques auxquelles les entreprises sont confrontées. Une interview d'une dizaine de minutes et puis ensuite vos questions, car vos questions sont nombreuses. Vous nous l'avez montré dans la première édition. Et donc, nous allons répondre, surtout Guillaume d'ailleurs, va répondre à toutes vos questions qui seront les bienvenues. Guillaume, bonjour, ex-colonel de la Légion étrangère pendant 9 ans. On a un schéma très simple d'ailleurs. Aujourd'hui, comme je viens de l'expliquer, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ce schéma. Et pourtant, toi, Guillaume, tu es sorti de Saint-Cyr, tu as fait l'école de guerre, mais également le SCP, un profil vraiment atypique qui va vous intéresser, j'en suis sûr. Pour bien comprendre où nous mettons les pieds les uns et les autres, je vous accueille au fur et à mesure, vous êtes de plus en plus nombreux, je vais vous demander à vous de répondre à une question très simple. On parle de Légion étrangère et à cette occasion, nous allons parler de la diversité au service de l'entreprise. Alors, petite question de diversité. Combien, selon vous, y a-t-il de nationalités dans la Légion étrangère ? Vous pouvez répondre tout de suite. Vous envoyez votre chiffre dans le chat. Allez-y. Envoyez votre chiffre et pendant ce temps-là, Guillaume va répondre à une toute première question avant l'interview. Guillaume, est-ce que l'on fait sa vie à la Légion ? Autrement formulé, y a-t-il une vie après la Légion ? Bonjour Christian, bonjour Eric, bonjour à tous et à toutes. Oui, absolument. Il y a une vie après la Légion étrangère. Donc moi j'ai eu la chance d'y servir pendant 9 ans et aujourd'hui je sers autrement comme coach et comme conférencier. Je sers mes clients et ceux qui m'écoutent et ceux que j'accompagne dorénavant. Mais s'agissant du légionnaire, qui est quand même le cœur du sujet à la Légion étrangère, qu'on appelle Monsieur Légionnaire, ça veut dire s'il est mis en avant dans l'organisation. Ce bonhomme-là, il reste en moyenne 7 ou 8 ans à la Légion étrangère, donc évidemment, il a une autre vie après, avec généralement trois types d'orientation. La première, il se met au service d'entreprises de sécurité parce qu'on l'a formé pour être un soldat d'élite, donc il est fiable, il est ponctuel. Il a pas peur de l'expression de la violence, donc il a toute sa place dans ce type de milieu. La deuxième possibilité, il reprend le métier qu'il avait avant de venir à la Légion étrangère. Et puis la troisième possibilité, il en apprend un nouveau chez nous, parce qu'il n'y a pas que des combattants à la Légion étrangère. Les combattants, ils seraient pas grand-chose sans tous ceux qui gravitent autour. Je pense aux cuistots, aux infirmiers, aux mécanos, aux agents administratifs et tant d'autres métiers. Donc oui, tout à fait, il y a une vie après la Légion étrangère. Bien, et nous allons la découvrir en ta compagnie. Je regarde les chiffres que vous nous avez envoyés, ça oscille entre 30 et 150. Je peux dire que vous aurez le résultat dans l'interview où Guillaume donnera le véritable chiffre, mais en tout cas, il y a une personne qui s'approche vraiment de la vérité. Éric Blot, producteur de cette émission, créateur de la plateforme lesspeakers.com, nous parlons aujourd'hui de diversité. Et c'est vrai que sur la plateforme, Éric, on peut constater une grande diversité de profils dont Mise à jour va se faire l'écho.
Pour la première émission, nous avions une scientifique, Biljana Todorova. Aujourd'hui, un ex-légionnaire. La prochaine fois, nous aurons un multi-entrepreneur qui nous parlera de nouveaux modèles économiques et on a plein d'autres profils. Quel est l'intérêt de cette diversité chez toi, Eric? C'est essentiellement de pouvoir répondre aux attentes des clients qui organisent leurs séminaires. Tu organises un séminaire, tu réunis tes équipes, tu les invites. Le conférencier qui vient de l'extérieur est une forme de cadeau que l'on fait au-delà du contenu du séminaire qui est tourné souvent sur l'entreprise, son marché, etc. Et tu veux varier les cadeaux d'une année sur l'autre. Donc, cette année, en France, l'année olympique, on a beaucoup de médaillés olympiques ou paralympiques qui sont invités à venir dans les événements d'entreprise. Et puis après, j'allais dire, il y a deux grandes catégories peut-être de conférenciers. Les gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires et qui sont donc très inspirants et qui nous permettent, nous, qui travaillons dans nos entreprises, de faire des ponts et de réfléchir à comment prendre de ce qui nous est apporté par le conférencier pour progresser au quotidien. Et puis, les experts. Donc, il va y avoir des experts qui sont parfois encore en poste dans leurs entreprises ou qui ont vraiment creusé un sujet jusqu'à l'excellence et qui vont nous donner des clés de décodage de ces techniques. Par exemple, en ce moment, beaucoup l'intelligence artificielle ou le management ou l'innovation, des choses comme ça. Alors, tout de suite, on va aller plus loin, Eric, et on va écouter l'interview réalisée il y a quelques jours avec Guillaume de Cersay. Alors, je vous lance la vidéo. Guillaume et Christian, vous savez que nous, on doit éteindre nos micros pendant la vidéo pour éviter d'avoir un triple effet de Larsen. Et puis après, on se retrouve donc dans 7 ou 8 minutes, je crois. Colonel de la Légion. Votre mise à jour démarre maintenant avec Guillaume de Cersay, conférencier, colonel de la Légion étrangère. Guillaume, bonjour. Bonjour Christian. Alors, cette année 2024, Jeux Olympiques en France et Édith Piaf, via Nakamura, revient dans l'actualité. Édith Piaf, pour la mémoire collective, c'est « Il sentait bon le sable chaud, mon légionnaire ». Pourquoi, Guillaume, y a-t-il autant de clichés autour de la Légion? C'est une vraie question. D'abord parce que je pense qu'on fantasme ce qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que le mode de fonctionnement de la Légion étrangère est assez peu connu vis-à-vis de l'extérieur. Fondamentalement, les gens pressentent que la Légion étrangère, ça ne devrait pas marcher. C'est une anomalie humaine. La première raison, c'est que nous récupérons des hommes, jeunes ou moins jeunes, puisqu'on peut s'engager jusqu'à 39 ans, qui sont quelquefois cabossés, qui ont eu une vie compliquée, et donc un peu par principe, constituer une entité avec des personnes un peu compliquées, eh ben, ça fait pas penser immédiatement à de l'efficacité opérationnelle. Et pourtant. La deuxième raison, c'est la diversité culturelle, qui est quand même juste dingue. On a 145 nationalités présentes à la Légion. Ça peut être perçu comme un frein. Oui, absolument, parce que les gens qui ont travaillé dans un milieu interculturel, dès qu'il s'agit de faire du management interculturel, on sait que quand on met 2 ou 3 personnes d'une nationalité différente autour d'une table, ça complique tout de suite singulièrement les choses. Donc là, 145, c'est absolument incomparable. Et puis la dernière raison, qui est celle qui me touche moi le plus, à la fois en tant qu'officier et en tant que citoyen français, c'est que tous les soldats du monde acceptent de s'engager et potentiellement de mourir pour leur patrie, c'est leur point commun. La Légion étrangère est la seule troupe du monde où des personnes acceptent de s'engager et de mourir pour une patrie qui n'est pas la leur. Et donc pour ces 3 raisons-là, ça ne devrait pas fonctionner. Et pourtant, elle tourne. Et elle tourne drôlement bien. Alors, il y a une notion derrière tout ça qui est celle du droit à l'erreur, qui est assez peu admise dans les entreprises en France. Est-ce que la Légion,
c'est l'école de la deuxième chance? Oui, alors absolument. Alors de la deuxième, et même j'ai envie de dire de la troisième ou de la quatrième, parce que nous accueillons en effet des personnes qui ont eu un parcours de vie compliqué et qui parfois ont fait des bêtises. Bon, pas des grosses bêtises, il n'y a pas de criminels à la Légion étrangère, mais nous avons dans nos rangs des gens qui ont un passé compliqué, quelquefois. Donc oui, bien sûr, une forme de deuxième chance et de rachat. Mais ce sont eux qui payent. Il y a une vraie rédemption dans la démarche d'un certain nombre de nos légionnaires qui viennent en quelque sorte expier leurs fautes par la rudesse de l'entraînement et puis par le fait de partir en opération et d'être confronté à la mort. Donc oui, il y a cette dimension-là, mais il y a également le fait qu'un légionnaire qui arrive avec un mode de fonctionnement un peu particulier, par exemple quelqu'un qui a volé auparavant dans sa vie, c'est quelqu'un qui arrive avec ce mode de fonctionnement-là et il se passe rien de magique. Le jour où il se remet son képi blanc, il n'arrête pas d'avoir ces tentations-là. Et c'est ce qui justifie le fait qu'il y a à la Légion étrangère un niveau de discipline qui est plus élevé que ce qu'on peut trouver ailleurs. Guillaume, parlons management. 145 nationalités, tu le disais. Comment on fait pour commander des gens aussi différents culturellement, sociologiquement et avec des fortes personnalités quand même? Ouais. Il y a un premier paramètre qui est que soi-même, quand on est chef, il est bon d'avoir un peu de personnalité. Si vous arrivez comme jeune officier à la Légion étrangère et que vous êtes complètement falot et transparent, c'est un petit peu compliqué d'embarquer les gens. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui est très contre-intuitif, c'est que on se représente que le commandement, la direction d'une troupe comme ça, c'est la direction d'un gros bloc. Et en fait, on n'est pas du tout dans ce mode de fonctionnement-là. Nous commandons des individualités, des personnes. Et il se trouve que ce sont ces personnes amalgamées qui constituent un bloc et pas l'inverse. Et donc, notre mode de commandement est extrêmement personnalisé, extrêmement individualisé. Lorsque j'étais chef de corps, quand je commandais en tant que colonel les 1000 hommes de mon régiment, j'ai fait une petite analyse de mon emploi du temps à la fin des 2 ans et je me suis rendu compte que j'avais passé 13% de mon temps, donc ça fait 1 heure ou 1 heure et demie par jour, à être en face à face avec des légionnaires. Et pas avec juste mon environnement, mon comex, mon codir, mon cabinet, mes chefs de service, pas du tout. Le système fait qu'un chef passe énormément de temps. Alors moi, les légionnaires, c'était mes N-5. Donc je passais 1 heure par jour avec eux à discuter de leurs difficultés perso, pro, de leur orientation, etc. Et il y a une dimension humaine et qui est très personnalisée et qui est extrêmement importante. Tu es directeur de la formation au ministère des Armées. Est-ce que les méthodes militaires sont différentes des méthodes civiles, de celles des entreprises? Alors, les méthodes, non. Les méthodes pédagogiques telles qu'on peut les utiliser sont les mêmes. Moi, je verrais 2 différences toutefois. La première, c'est que le cadre militaire, qu'il soit officier ou sous-officier, est formé dans le cadre de sa formation initiale pour être formateur lui-même. Parce qu'en fait, quand on est cadre dans l'armée, on passe son temps à former ses subordonnés, ses collaborateurs. Ce qui est pas le cas du cadre civil. Ça c'est le premier point de différence. Et le deuxième point de différence, c'est que une formation civile s'attache à enseigner des savoir-faire aux personnes qui sont formées. Là où dans le cadre militaire, nous avons des savoir-faire également, mais également une forme de savoir-être. Parce que être un soldat, et c'est encore plus vrai quand on est légionnaire, c'est plus qu'un métier, c'est un état. Alors Guillaume, parallèle avec l'entreprise, pourquoi dans l'entreprise, on a du mal parfois à manager des gens qui sont éduqués et qui n'ont pas d'histoire? Ouais. Ça fait quelques années que j'interviens en entreprise pour accompagner des dirigeants sur un certain nombre de projets, et notamment sur la dimension du leadership, sur la dimension managériale. Il m'est apparu qu'il y avait eu une forme de confusion qui s'était introduite ces dernières années sur un certain nombre de sujets importants. Par exemple, on a confondu l'autorité et l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est un poison, c'est toxique dans une organisation, c'est un truc de petits chefs qui font péter les galons, comme on dit chez nous, et qui cherchent à exercer un pouvoir sur les gens qui leur sont confiés. Là où l'autorité, c'est une très belle chose. L'autorité, ça vient d'un verbe latin qui signifie faire naître,
faire grandir, faire advenir. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'amener chacune des personnes qui nous sont confiées à devenir le meilleur d'elles-mêmes. Donc c'est une très belle chose, l'autorité. Et en voulant se débarrasser de l'autoritarisme, et on avait raison de vouloir le faire, on a un peu jeté l'autorité avec l'eau du bain aussi. Et c'est une chose qui est très dommageable. Autre élément que j'ai constaté, il y a une forme d'insistance, à mon avis exagérée, ou plutôt mal comprise sur la bienveillance. La bienveillance, vouloir le bien de l'autre, c'est une très bonne chose. Sauf que sur ce type de valeur, il y a toujours un pendant. On sait que le pendant de la liberté, c'est la responsabilité, par exemple. Eh bien, moi, j'estime que le pendant de la bienveillance, c'est l'exigence. Et que ça a été un petit peu oublié. J'ai cette conviction profonde que l'exigence sans la bienveillance, c'est de la maltraitance. Et que la bienveillance sans exigence, c'est de la complaisance. Et dans les deux cas de figure, on ne réussit pas à embarquer, à engager les gens comme nous réussissons à le faire à la Légion étrangère, en se comportant avec eux de façon maltraitante ou complaisante. Quand tu interviens sur le management en entreprise, tu donnes des ordres sur la façon de manager? Non, alors pas du tout. D'abord parce que je n'aurais aucune espèce de légitimité pour ça. La première raison, c'est que mon métier pendant 30 ans au sein de l'armée française, ça a été de concevoir, préparer et conduire des opérations militaires. Et c'est généralement pas le métier, ça n'est jamais le métier de mes interlocuteurs. Première raison. La deuxième raison, c'est que je pourrais, comme un mauvais consultant, présenter une planche PowerPoint en faisant colonne à gauche la façon dont on s'y prend, colonne à droite, vous avez qu'à faire comme ça et puis ça va bien se passer. Mais en fait, ça n'aurait aucun sens parce que les personnes en face de moi ne sont pas uniformes. Elles ne fonctionnent pas de la même façon. Quand je m'adresse à un parterre de dirigeants, vous en avez certains qui fonctionnent d'une certaine manière et auxquels mes préconisations pourraient parler. Et puis d'autres, à l'inverse, qui ne fonctionnent pas du tout comme ça. Et dans ce cas-là, je tomberais complètement à plat. Je ne crois pas en une one best way Légion qui conviendrait à tout le monde. Et puis la dernière chose, qui est une conviction de coach, c'est que je pense que mon auditeur, quand il m'entend parler et qu'il fait un lien lui-même avec ce qu'il vit au quotidien, ça a infiniment plus de force que si c'était moi qui arrivais et qui lui assénait. Je pense qu'il l'aurait oublié le lendemain. Alors que si l'idée vient de lui, si l'idée de la transposition vient de lui, elle sera infiniment plus puissante. Guillaume, quelles sont les clés d'interprétation de ta conférence? J'ai vécu des choses qu'assez peu de gens ont vécues. Je suis parti en opération sur 3 continents. J'ai commandé 1000 hommes. J'ai eu des morts parmi les gens que j'ai commandés. Et mes interventions permettent à mon auditoire de faire un pas de côté dans leur vie, avec un effet waouh, parce que mon procédé oratoire, c'est de raconter des histoires. Voilà, à aucun moment je fais de sermons, je fais d'injonctions, je fais rien de tout ça. Je raconte des choses qui me sont arrivées et qui sont alternativement folklore et sympas, émouvantes, bluffantes, sans jamais me mettre en scène moi, parce que moi je suis un nain sur les épaules de géants de mes légionnaires, donc c'est d'eux que je parle évidemment. Et puis, derrière ce pas de côté, en fait, il y a des vrais messages de fond, humains, organisationnels, je dirais même anthropologiques, qui sont évidemment transposables dans d'autres organisations. Guillaume, merci. Vous pouvez retrouver le profil complet de Guillaume de Cersay sur le site lesspeakers.com. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine mise à jour. Voilà donc pour l'interview de Guillaume. Alors nous sommes dans un secteur qui est complètement international, l'Afrique, les Balkans, l'Afghanistan, qui sont les lieux de mission sur lesquels Guillaume a officié en tant qu'officier supérieur. Vous pouvez poser vos questions à partir de maintenant. Guillaume y répondra sur tout type de sujet. On va parler évidemment de la Légion étrangère, mais on va parler du management, du commandement, et on va parler d'un certain nombre de sujets. Ta conviction profonde, Guillaume, tu nous as parlé d'une nécessité de bienveillance et d'exigence à la fois. Comment ne pas tomber dans la complaisance? Où placer le curseur selon toi? C'est un vrai sujet.
Il faut déjà accepter l'idée quand on est un dirigeant ou un manager que on n'est pas naturellement équilibré sur le sujet. On penche tous par caractère, par éducation et du fait de nos expériences respectives, plutôt du côté de l'exigence ou plutôt du côté de la bienveillance et même quelquefois, quand il y a des dévoiements de ces deux belles valeurs-là, plutôt du côté de la maltraitance ou plutôt du côté de la complaisance. Donc ça, c'est une première étape, c'est de prendre conscience de là où on en est. Et ensuite, la façon dont la Légion étrangère s'y prend, là encore, je laisse la possibilité à chacun de faire la transposition à sa manière, c'est qu'elle met en place des rituels, des pratiques managériales qui contraignent le manager, le chef militaire, à une forme d'équilibre dans sa pratique de l'exigence et de la bienveillance. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais capitaine, donc je commandais 150 légionnaires, mon N+1, qui était le colonel, me disait « Je veux que tous les 2 mois, vous me présentiez le meilleur de vos N-1 et celui qui a le moins bien marché de vos N-1 de cette période de 2 mois. » Et c'était une façon de me contraindre au courage managérial, qui est un vrai sujet dans le sujet, le courage managérial, parce que je devais désigner un de mes N-1 pour dire c'est vous qui avez le moins fait l'affaire dans les derniers mois, ces 2 derniers mois. Et puis également, s'il y avait eu que moi, comme j'étais dans une période de ma vie où j'étais plutôt un chef dur, puisque j'avais été plutôt un chef un peu trop tendre quand j'étais lieutenant, eh bien, s'il y avait eu que moi, je lui aurais volontiers présenté que des gens pour qu'ils se fassent engueuler ou pour qu'ils se fassent remonter les bretelles. Et donc, première technique qui consiste à équilibrer ces deux éléments importants-là. Et puis, deuxième élément, un chef m'a dit un jour également, je trouve que vous punissez beaucoup. C'était également au moment où j'étais capitaine. Donc vous mettez beaucoup de bulletins de sanctions. C'est comme ça qu'on punit nos subordonnés, nos collaborateurs. Eh bien, désormais, pour chaque bulletin de sanctions que vous m'apporterez, il y aura en regard une lettre de félicitations pour un de vos collaborateurs qui aura bien bossé. Voilà. Donc, je pourrais citer d'autres pratiques comme ça qui contraignent chacun des chefs à avoir un type de management plutôt équilibré entre l'exigence et la bienveillance. Parce que j'ajouterais que si on ne fait pas ça, on risque d'avoir des légionnaires qui souffrent d'une forme d'injustice. Parce qu'en fait, c'est injuste quand dans une unité vous avez un chef qui est plutôt coulant et dans une autre un chef qui laisse rien passer. Parce qu'il y a un légionnaire qui s'en prend plein la figure tout le temps et puis l'autre qui est plutôt plus peinard. Et ça, c'est cette forme d'injustice-là. Les légionnaires, ils sont souvent très sensibles parce que fréquemment, une des raisons pour lesquelles ils nous ont rejoints à la Légion étrangère, pour laquelle ils sont venus toquer chez les fous en disant est-ce que vous avez de la place pour nous? Eh bien, c'est fréquemment parce qu'ils ont eux-mêmes été victimes d'injustice. Bien. Alors, voilà qui apprend le sens de la mesure, on peut le dire. On va se tourner maintenant vers vos questions. Félicitations à Olivier Levavasseur qui avait dit 150 alors qu'il y a 145 nationalités. Bravo, c'est une belle estimation. Question intéressante de Donatienne qui nous dit « Le commandement extrêmement personnalisé est-il transposable aux entreprises à partir de 100 personnes, par exemple ?» Je serais tenté de dire que ça dépend. En fait, je crois que dans beaucoup des questions qu'on va me poser, je vais répondre ça dépend parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de one best way et il faut voir quel est le mode de fonctionnement de l'organisation. Et typiquement, je pense que le mode de fonctionnement de la Légion étrangère est plutôt transposable à des organisations de type pyramidal qu'à des organisations très fluides. Néanmoins, oui, je pense que c'est tout à fait possible, sachant que moi, je passais 1 heure par jour avec mes légionnaires et l'efficacité opérationnelle de l'unité qui m'était confiée, du régiment, n'en a pas pâti.
Bien au contraire, parce que c'était un moment tout à fait privilégié, ces moments que j'avais en tête à tête avec les légionnaires. Alors ça pouvait être à l'occasion de ce qu'on appelle la revue de la garde, où on consacre 1 heure à 7 de nos légionnaires tous les matins. Ça peut être également la possibilité de les recevoir quand ils partent en stage, quand ils reviennent de stage, pour les féliciter, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et moi, je le faisais avec mes N-5, mais mes subordonnés à moi avaient des comment dirais-je, des contacts encore plus personnalisés avec les légionnaires. Donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est possible avec une entreprise de 100 personnes, pour peu qu'elle ait une ligne hiérarchique à peu près clairement identifiée, je pense que c'est tout à fait possible. Et j'ajouterai une pratique que nous avons qui est assez géniale, qui est d'ailleurs présente dans l'ensemble de l'armée de terre, et qui s'appelle la revue d'effectifs. La revue d'effectifs tous les 12 ou 18 mois en fonction de l'actualité opérationnelle. Le colonel, donc qui commande ses 1000 légionnaires ou ses 1000 soldats, les reçoit tous les uns après les autres, et il passe une dizaine de minutes avec chacun d'entre eux pour parler de leur orientation professionnelle. Donc il y a le capitaine qui est présent, il y a le DRH qui est présent, il y a le colonel qui est présent. Et alors dans quelle autre organisation, dans quelle autre organisation de 1000 hommes, est-ce que vous avez celui qui est à la tête qui s'occupe de celui qui est tout en bas à ce point, et de leur orientation avec une telle fréquence? Je crois que c'est tout à fait unique, et c'est ce qui explique en grande partie le très haut niveau d'engagement qu'on peut avoir chez nos soldats, et particulièrement chez nos légionnaires. Alors, on va parler, et c'est une question de Stéphane qui revient, sur un point très important. En clair, c'est le rôle du chef, évidemment, du manager. Comment on peut transposer tout ça? C'est une question que je poserai à Eric aussi tout à l'heure. C'est comment les conférenciers, avec tout leur rapport, toute leur expertise, les ateliers peuvent aider éventuellement les managers ensuite. La question de Stéphane, elle est: quelles sont pour vous les qualités attendues du chef et transposables en entreprise? Un de mes chefs que j'ai beaucoup apprécié m'a donné en début de carrière ce qu'il pensait être la définition du chef, et que je trouve tout à fait indépassable. Et c'est une manière de répondre, Stéphane, à votre question. Il m'a dit: le chef, c'est celui qui sait, qui connaît, qui commande et qui aime. Et là, tout est dit. Alors, je dis un petit mot sur chacun des verbes. Oui. Le chef, c'est celui qui sait. On est sur le sujet de l'expertise professionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir toutes les qualités du monde, si vous faites pas le job, eh ben ça va pas. Attention, le chef, c'est celui qui sait. C'est pas la même chose que le chef, c'est celui qui sait tout. C'est pas du tout ce qu'on lui demande. Moi, ce qu'on me demandait en tant que colonel, c'était d'être capable de conduire des manœuvres du niveau régimentaire, donc pour l'entité qui m'était confiée, et également de savoir employer les compétences de mes subordonnés, de mes collaborateurs. Donc ça, c'est le premier point, celui qui sait. Le deuxième, c'est le chef, c'est celui qui connaît. Le chef, c'est celui qui connaît. J'ai plusieurs anecdotes qui montrent que mes chefs, quand j'étais jeune officier, connaissaient mieux mes cadres et mes légionnaires que je ne les connaissais moi. Ce qui me rend plein de confusion. Et eux m'ont réellement appris à être un chef, c'est-à-dire à consacrer du temps à passer avec les gens. Parce que si on ne fait pas ça, on ne commande pas de la manière personnalisée et individualisée dont je vous parlais au début. Si on veut réellement pouvoir personnaliser son commandement, il faut connaître les gens pour savoir ce qu'ils attendent et quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer. Et pour ça, eh ben, il faut accepter de perdre du temps à boire un café avec l'un, à pousser la porte du café de l'autre, du bureau de l'autre, et ainsi de suite. Le troisième verbe, c'est le chef, c'est celui qui commande. Et c'est la question du courage managérial dont je vous parlais tout à l'heure. Là aussi, c'est pas venu d'emblée. Je n'ai pas été un jeune lieutenant courageux tout de suite. Voilà. Et il a fallu que mes chefs, mes pairs et mes subordonnés m'éduquent dans ce domaine-là, parce que Napoléon disait une chose formidable au sujet du courage. Il disait: le courage est la seule vertu qu'on ne peut pas feindre.
Et en effet, on peut faire semblant d'être généreux, on peut faire semblant d'être bon, d'être fidèle, d'être que sais-je encore. Mais le courage, si on l'est pas, il n'y a pas moyen. Voilà. Et donc moi, il a fallu que je sois formé là-dessus. Et donc, pour faire simple, le courage managérial, c'est juste la capacité à dire non. Et à n'importe qui. C'est valable également au-dessus. Et puis le chef, c'est celui qui aime. Alors, list but not last, parce que c'est probablement le verbe le plus important pour un chef ou pour un dirigeant en entreprise. Alors, je peux pas dire qu'à la Légion, on passe notre vie à se faire des câlins. Ça se manifeste pas comme ça. Il y a une grande pudeur, mais ça se sait. On le voit pas, l'amour d'un chef, mais c'est comme le sucre dans le café. C'est un truc qu'on sent tout de suite quand c'est là. Bien, je complète la question de Stéphane. J'essaye de rendre fidèlement ses propos. Il disait comment est-ce transposable en entreprise? Voilà. Comment ces notions-là, toi qui interviens en entreprise, soit en conférence, soit dans des travaux de coaching, tu peux arriver à les faire essaimer à l'intérieur de l'entreprise. Quel discours envers les managers? La définition du chef que je vous ai donnée est un véritable canevas pour moi quand j'accompagne des dirigeants ou des managers à titre individuel, donc dans une posture de coach. Le fait de commencer en travaillant sur ces 4 verbes et en travaillant sur leur environnement, bien sûr, c'est tout à fait central. Et on peut passer un certain nombre de séances d'accompagnement sur chacun de ces verbes et c'est vraiment très puissant. S'agissant de la formation en entreprise, évidemment, je m'adapte à ce qui est demandé et moi je ne fais pas de formation de management général. C'est-à-dire que quand un chef d'entreprise me contacte en me disant qu'il souhaite que j'intervienne pour augmenter le niveau général du management parmi ses collaborateurs et parmi ses managers. Moi, c'est une proposition que je n'accepte pas parce que c'est pas suffisamment clair et que j'ai peur de tomber un peu dans le tout cuit et dans le bullshit parce qu'il y a quand même, ne nous racontons pas d'histoire, beaucoup de formations au management, déjà qui sont données par des gens qui ont jamais réellement managé eux-mêmes, donc avec un possible déficit de légitimité, mais également qui apportent pas grand-chose. Éric, quels sont, de ton point de vue, en tant qu'observateur et puis chef d'entreprise et de différentes entreprises, les difficultés des managers aujourd'hui et comment, à travers les speakers.com, tu peux répondre aux entreprises, qu'elles soient de l'événement, puisque Mise à jour est a priori destinée aux professionnels de l'événement, mais pas que. Je peux regarder un peu les briefs qu'on reçoit en ce moment. D'ailleurs, on a un certain sur lesquels nous travaillons avec Guillaume. On va avoir beaucoup de soucis d'engagement des équipes, avec un prisme particulier pour les nouvelles générations, où là on se retrouve avec des gens qui veulent même pas venir au bureau, le full remote job. Donc on a ce sujet-là qui est un vrai switch de la part des organisations et de la façon de manager, et sur lesquels il y a de la résistance de part et d'autre. Donc il faut pouvoir faire, je reprendrai l'expression de Guillaume de Cercès, de faire un pas de côté, donc faire venir un conférencier qui nous fait un retour d'expérience sur quelque chose qui n'est pas immédiatement transposable, mais qui nous aide à réfléchir. Ce pas de côté, c'est aussi un temps pour soi, pour les équipes managériales, typiquement quand elles sont réunies en séminaire, pour réfléchir. Il y a cette nouvelle tendance qu'on a aussi avec les agences événementielles depuis 18-24 mois, c'est de dire on a le conférencier qui vient dans un mode inspiration, mais on le garde en mode passage à l'action, souvent l'après-midi, quelques ateliers. Alors Guillaume est très à l'aise avec ça puisqu'il fait beaucoup de journées entières auprès de dirigeants d'entreprise, par exemple à l'APM. Mais ce passage à l'action, une fois qu'on a été inspiré, nous permet de réfléchir avec le soutien du speaker et puis de prendre des décisions, peut-être même à chaud, sur qu'est-ce qu'on va changer dès lundi. Et ça, c'est vrai que donc nouvelle génération, diversité, engagement, c'est quand même des points qui reviennent assez régulièrement depuis plusieurs mois.
Question suivante, elle est Christian? de Domitille qui gère. Oui, Guillaume a un complément? Oui, Domitil, avant de répondre à votre question, moi, il y a une question que j'aime beaucoup là sur celles qui ont été posées, qui est celle sur la vulnérabilité. Est-ce que tu veux bien, On allait y Christian, venir, mais vas-y, que j'y vas-y. réponde? Bon, cette question est formidable parce que il m'est arrivé un jour, quand j'étais jeune lieutenant au régiment d'instruction de la Légion à Castelnaudary, d'avoir une nuit un de mes petits gradés, un caporal bosniaque, qui s'est très mal comporté avec les légionnaires, qui les a brimés. Et je m'en suis rendu compte et je l'ai sanctionné sévèrement. Et je suis allé, euh, je suis allé dans le bureau du colonel, qui détestait ça, ces histoires de brimade. Et il m'a dit, Cersei, est-ce que vous savez ce que je vais faire avec votre caporal bosniaque? Alors je lui dis, mon colonel, je pense que vous allez le sanctionner significativement. Et il me dit, oui, dans un premier temps. Et puis après, je vais le mettre dehors. Je vais le mettre dehors parce qu'il a touché à notre trésor. Vous savez ce que c'est notre trésor, Cersei? Je dis, je sais pas, j'imagine que c'est la discipline, le drapeau. Enfin, je suis parti dans des réponses complètement à côté de la plaque. Et il m'a dit, Cersei, notre trésor à la Légion étrangère, c'est les petits, c'est les fragiles. Et il avait théorisé ça sous la forme des 4 I. Et les 4 I, c'est les inexpérimentés, donc les jeunes, c'est les invalides, donc ceux qui sont malades ou blessés, c'est les indisciplinés, parce que de la même manière qu'un légionnaire ou un salarié en entreprise qui fait des bêtises régulièrement, bah, c'est un peu comme un enfant qui nous tire la manche quand il fait des bêtises en nous disant eh oh, j'existe. Donc les indisciplinés, à pas oublier parmi les fragiles, et également les invisibles. Les invisibles, parce que quand vous pensez à la Légion étrangère, hein, tous autant que vous êtes, le premier truc qui vous vient à l'esprit, c'est une unité de combat, c'est des mecs qui sont balèzes, qui partent en opération, etc., qui ont des médailles, bon, ouais, c'est vrai, tout ça existe. Mais ces combattants-là, dont j'ai été, seraient rien sans le cuistot, sans l'agent administratif, sans le mécano, sans le coiffeur, sans tous ces gens-là qui rendent tout ça possible. Donc ça a été une grande leçon de leadership que m'a donné mon chef ce jour-là. Et après coup, j'ai essayé, autant que j'ai pu, d'accorder une importance plus élevée à notre trésor, qui sont tous ces fragiles. Cersei, si vous le permettez, on va passer à la question suivante. Il nous reste une dizaine de minutes. Question de Domitille qui gère. Alors, qui est intéressée par l'aspect international, c'est normal parce que Domitille est elle-même conférencière, championne du monde de parachutisme, et elle organise des records à l'échelon international. Et elle sera prochainement, dans une future date, invitée de mise à jour. Alors, elle nous parle de la grande difficulté posée par l'aspect multiculturel de la Légion. Comment approchez-vous cette difficulté, nous demande-t-elle? Donc je vous l'ai dit, en effet, 145 nationalités, avec quelquefois des nationalités qui peuvent pas se saquer. On a eu quelquefois dans des unités opérationnelles des gens qui étaient anciens soldats de leur pays et qui s'étaient fait la guerre. Je pense notamment à un Argentin et à un Anglais qui s'étaient fait la guerre pendant la guerre des Malouines et qui se retrouvaient dans la même unité, dans le régiment. Et donc la cohésion, la solidarité, la fraternité, c'est pas une option. C'est-à-dire que si ça marche pas, le prix à payer, c'est sa mort à soi, c'est la mort de son camarade, et plus que ça, notez bien la hiérarchie, plus que ça, la mission. Et on ne peut pas se permettre que la mission échoue parce que des personnes ne se sont pas entendues. Et donc, nous partons du principe que, contrairement à ce que disait Jean-Jacques Rousseau, l'homme n'est pas naturellement bon et qu'il faut agir sur son égoïsme pour l'amener à faire preuve d'altruisme. Et donc, très concrètement, comment ça se passe? Eh bien, au début à la Légion, pendant la formation initiale, nous binomons ou nous trinomons des gens dont on pressent qu'à cause de leurs origines ethniques, culturelles, religieuses, etc., ils s'entendront pas.
Donc j'avais eu le cas comme ça d'un jeune hooligan anglais qui était très très raciste, et j'avais également dans la même unité un Sénégalais, un légionnaire sénégalais qui était également très raciste et qui m'avait dit le premier jour quand je l'avais reçu, je lui avais dit est-ce qu'il y a des choses que tu appréhendes, comment est-ce que tu penses que ça va se passer? Il me dit non, physiquement je pense que je tiendrai, par contre ça va être difficile avec les autres, quoi. J'ai dit c'est qui les autres? Il me dit moi en fait j'ai beaucoup de mal avec les blancs, les arabes, les chinois et les autres noirs. Et j'ai dit ça fait du monde quand même, hein. Et donc lui et donc en sortant de cet entretien-là, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc je suis allé voir mon adjoint qui était un vieux sous-officier, et je lui ai dit chef, comment on fait quand on a des mecs comme ça? Il me dit c'est simple, hein, on les binôme, donc on les met ensemble. Et alors, bon, 2 fois pendant leur formation initiale, un matin au rassemblement, l'un puis l'autre, on les a vus arriver avec un œil comme ça parce qu'ils s'étaient battus en dehors des heures de service. Et puis, c'est des choses qui arrivent. On considère que quand ça se fait à la légère et qu'il y a de réelles inimitiés comme ça et que ça n'a pas d'impact sur le service, il y a pas non plus mort d'homme. On sanctionne parce que c'est pas bien, mais moralement, c'est pas non plus épouvantable. Et puis, le fait d'avoir eu à dépendre les uns des autres, parce que ce que vous savez, pendant une instruction initiale, à la Légion étrangère, on vous pousse un peu dans vos retranchements. Donc, vous faites des marches absolument épuisantes où il y a certains moments où il faut passer son sac à quelqu'un. Il se trouve que le quelqu'un, parce que nous, on l'avait décidé, c'est quelqu'un justement de l'ethnie qu'on peut pas saquer. Et donc, mon hooligan se retrouvait avec son sac porté par un Sénégalais, et inversement, quand le Sénégalais avait plus d'eau, c'était le hooligan qui lui donnait la sienne. Et puis, au bout d'un moment, ils étaient devenus copains comme cochons. Et ils s'étaient bien rendu compte que toutes ces histoires de racisme et de supériorité raciale, etc., ça valait rien du tout. Et que ce qui prévalait, c'était qu'ils avaient vécu des choses très fortes ensemble. À ce niveau-là, Eric, et là, on ne va pas parler de ces sujets-là directement, mais sur l'aspect diversité internationale, quelles sont les demandes et comment tu peux y répondre? En gros, il y a une nouvelle direction qui est arrivée dans les grands groupes là depuis quelques années, je pense, qui s'appelle diversité et inclusion. Dedans, il y a des missions comme la mission handicap, mais les missions aussi contre tout ce qui est genre, tout ce qui est préjugés sexuels, l'homophobie, etc. Diversité et inclusion, c'est souvent dans les grands groupes très très proche du comité de direction, et puis avec un directeur dans chaque pays qui souvent a des fonctions au-delà de cet aspect. Bon, on présente des gens qui sont issus de la diversité ou qui sont des experts de la diversité et des inclusions et qui viennent témoigner, qui viennent raconter quelque chose en entreprise et qui font tomber tous les biais cognitifs. La vérité, c'est ça, le sujet. On a peur de ce qu'on ne connaît pas ou alors on est resté campé sur une mauvaise histoire qui date de la maternelle ou de la petite enfance ou de ses ancêtres. Quand on confronte et quand on fait, peut-être c'est logique de binôme, mais en mode séminaire, évidemment, là, il ne se passe plus rien, quoi. Tout ça est gommé. Et puis après, il y a la technique, c'est-à-dire que comment on fait pour inclure des gens issus de la diversité, des gens qui parlent pas bien la langue du pays dans lequel ils travaillent, qui ont une façon de voir la vie très différente. Bon, il y a une conférencière que tu connais bien qui intervient beaucoup sur ce sujet-là et qui a même une conférence qui permet de prouver aux dirigeants que plus l'entreprise est constituée de gens divers et variés, plus elle performe. Et là, il y a de nombreux témoignages et de nombreuses explications à tout cela. Surtout quand les affaires sont compliquées et que le monde est incertain. Tant qu'on était sur du plan quinquennal où tout marchait bien, ça allait, quoi. Mais là, aujourd'hui, il faut être super agile. Et rien de tel qu'une équipe un peu hybride, un peu rugby ou un peu légion étrangère pour dire, bon, à nous tous là, avec toutes les expériences qui sont pas du tout identiques et qui sont additionnables, on va trouver une solution très rapidement. Et ça, je trouve que c'est la beauté en fait de ces directions de diversité et inclusion. Alors, il nous reste
plus beaucoup de temps. Ce que je propose, Guillaume, c'est que tu puisses nous faire des réponses peut-être un peu plus courtes, un peu plus concises. Rapidement, question suivante. Cette forme de transcendance qui semble exister à la Légion étrangère, de par le risque de la mission, où l'on peut mettre sa vie en jeu, ou l'héritage reçu des anciens, traditions, sacrifices, est-elle transposable en entreprise? Et il faut que je réponde de façon courte à cette question-là. je, je vous tiens un mercredi soir complet avec cette question-là. Alors, on ne va pas te dire, Guillaume, non, on ne va pas te dire, merci, vous avez 2 heures. Non, ça ne marche pas comme ça. Merci, Soldat Poncé. Donc, est-ce qu'on peut transposer cette transcendance? Alors, à la Légion étrangère, comme dans les forces armées de manière générale, il y a le sujet de la confrontation à la mort, bon, qui est, me semble-t-il, indépassable en termes de transcendance, parce que ça renvoie à l'après. Et il y a un très chouette proverbe anglais qui dit "There is no athey in the trench", et il n'y a pas d'athée dans la tranchée, sous-entendu quand les balles sifflent, parce que quand on côtoie la mort comme ça, inévitablement ça rajoute une dimension verticale à l'existence, qu'on croit en un après ou pas, mais en tout cas la question se pose. Alors après, oui, c'est transposable, je pense pas avec une force équivalente, mais c'est transposable à ce qui se passe en entreprise, et c'est tout le sujet du sens. Et là-dessus, les jeunes générations nous secouent en nous disant « Ok, moi je veux bien venir bosser chez vous, mais quel sens ça a ?» Eh bien, une entreprise, même avec une raison sociale qui peut sembler moins noble que la défense de la patrie, peut contribuer à sa manière au vrai, au beau, au bien, au juste. Et donc, oui, je crois tout à fait en la possibilité d'une transcendance et d'un sens dans les organisations. Alors, on le voit très bien, ce besoin de sens, surtout si dans nos familles, on a des Z ou des A qui sont vraiment, eux, axés sur le sens. Question très simple, Guillaume, finalement. Pouvez-vous nous partager les vertus de l'échec? On a parlé de deuxième chance tout à l'heure dans l'interview, où tu as été assez prolixe, mais comment est considéré l'échec et comment on encourage dans la Légion étrangère? Et comment c'est transposable au niveau de l'entreprise? Réponse en 2 temps. Me concernant, je pense que j'ai été un lieutenant. Donc lieutenant, c'est le plus jeune grade des officiers, hein, donc un tout jeune chef vraiment pas terrible. Je me suis beaucoup planté, et c'est grâce à l'attention exigeante, pour le coup, franchement, de mes chefs et quelquefois de mes subordonnés, que j'ai réussi à remonter la pente. Et ce qui est chouette, et je leur dois beaucoup là-dessus, c'est que à aucun moment ils ne m'ont enfermé dans cet échec. C'est-à-dire, on connaît la phrase le tu, donc le tu es tu. À aucun moment je ne me suis entendu dire vous êtes un gros nul. En revanche, je me suis assez fréquemment entendu dire ce que vous avez fait, c'était complètement nul. Ce qui est une différence de niveau considérable, et ce qui est beaucoup moins destructeur pour la personnalité. Donc, l'échec, oui, si on n'est pas ramené à cet échec-là. Et ça me permet la transition vers le deuxième point dont je voulais vous parler. Un certain nombre de nos légionnaires nous arrivent en situation d'échec. Il y a quand même souvent dans leur parcours de vie quelque chose qui n'a pas été comme ça devait aller. Et donc, il y a ce côté, le fait qu'on leur change leur nom quand ils arrivent, donc un légionnaire qui arrive à la Légion étrangère, on lui change son nom, ça a un côté très fort, parce que c'est une manière de lui dire, voilà, là c'est, ok, tu as connu plein de trucs compliqués, tu as fait des âneries quelquefois, mais aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ta vie. Et donc, regarde tout ce qui t'est offert. Et dans tout ce qui t'est offert, il y a la possibilité de se reconstruire qui est immense. Un jour, un légionnaire me disait, il y a une chose pour laquelle je serai toujours reconnaissant à la Légion, c'est qu'elle m'a redonné la fierté. Parce qu'avant, la seule chose qui me venait à l'esprit, quand je pensais à mon parcours et à qui j'étais, c'était la honte. Parce que vous savez, me disait-il, j'ai vraiment fait de la merde avant de venir. Et là, depuis que je suis à la Légion, vous me faites faire des trucs de dingue, vous me poussez dans mes retranchements, j'en suis venu à apprécier des mecs que j'aurais détestés par principe avant, et tout ça, ça me rend fier de ce que je suis aujourd'hui. Question d'un agitateur qui s'appelle Patrice Lobinia, qui est également conférencier, expert en marketing, adepte du moins
mais mieux, et qui nous dit: peut-on apprendre sans la sanction? La question a le mérite d'être intéressante quand même. Ouais, c'est très intéressant. Ça dépend. Je pense que ça dépend des gens. Vous avez des gens qui pichent tout de suite. Et moi, j'en suis pas. Moi, il a fallu qu'on me reprenne beaucoup, qu'on me sanctionne pour que ça rentre. Voilà. Donc, tu m'as demandé, Christian, une réponse courte. On aura l'occasion d'en reparler, Patrice. Mais ma réponse, c'est ça. Bien. Comment garder, on va s'arrêter là-dessus parce que c'est vraiment intéressant, comment garder la motivation et l'engagement? Parce que je pense que quand les entreprises font appel à toi, c'est l'un des aspects qui les intéresse le plus. On sait par définition, et tu l'as rappelé, que le légionnaire est prêt à donner sa vie pour une patrie qui n'est pas forcément la sienne et qu'il est toujours engagé au maximum dans ses missions. Comment on garde cet état d'esprit et aussi comment on le transpose? Il y a un mot qui me semble central sur ce sujet de la motivation et du maintien de l'engagement dans la durée, c'est la clarté. Ce qui démotive, c'est de ne pas savoir où on va. J'avais lu un jour un reportage formidable de quelqu'un qui faisait de la nage en mer et qui avait fait, je ne sais plus combien, 15 ou 20 bornes en mer, entre deux îles, et qui avait un bateau devant pour le guider avec une espèce de flotteur. Et un jour, il a essayé, il y avait de la brume, et il a abandonné parce qu'il voyait pas l'arrivée. Il voyait pas où il allait. Et puis il a recommencé quelques jours après, c'était grand beau, et depuis le point de départ, on voyait le point d'arrivée. Et en fait, je me suis rendu compte que en entreprise, mais comme dans l'armée d'ailleurs, un objectif flou, des conditions de travail floues, également un cadre flou, c'est pénalisant. Alors là aussi, quand je vous disais dans l'interview qu'on a confondu autorité et autoritarisme, on a également confondu dans les organisations la souplesse avec quelquefois le n'importe quoi. Parce qu'en fait, avoir de l'agile, avoir du souple, avoir du lean, ça n'exclut pas, ça devrait l'exiger, d'avoir quelque chose de structuré pour tenir tout ça, parce que sinon les gens s'y retrouvent pas et la motivation est vraiment compliquée à maintenir sur la durée. Bien, ce webinaire n'est pas terminé. Un grand merci, Cersei, à vous. La mission est absolument magnifiquement remplie. Merci également à vous toutes et vous tous pour vos questions, à Gérard Nico qui fait appel à Maslow et aux besoins d'appartenance, de reconnaissance. Effectivement, on est dans tout cela. On passe maintenant à la suite avec Eric. Oui, alors déjà, vous voyez au-dessus, il y a un petit prendre rendez-vous, cliquez ici. L'idée est évidemment d'être capable de prendre un rendez-vous avec Guillaume de Cersei si vous envisagez son intervention dans votre organisation. Et puis on cadrera tout ça en one-to-one. Et puis, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, évidemment, si vous cherchez un autre conférencier sur un autre sujet. Et le 31 mai à 11h30, dans le même format que ce qu'on vous a proposé aujourd'hui, le format mise à jour, avec Christian, nous recevrons Aurélien Pasquier. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, Christian, c'est un serial entrepreneur qui travaille beaucoup sur les sujets de coopération, collaboration, coopétition, qui est aussi un peu un poil à gratter, c'est-à-dire qu'il va venir vous expliquer que peut-être les réponses aux questions que vous ne vous posez jamais sont les solutions à l'avenir de vos entreprises et de vos business models. Il a une vision très écologique aussi de la façon d'entreprendre. Je trouve que c'est très, très intéressant et très dans l'air du temps, évidemment. Il ne fait pas ça parce que c'est dans l'air du temps, mais je sais que nous, il faut qu'on le mette en lumière parce qu'il y a forcément beaucoup de gens qui ont besoin de ces lumières. Et puis voilà, j'en ai fini. Je ne vais pas trop spoiler la prochaine émission, mais 31 mai, 11h30, et on fera un replay comme d'habitude pour ceux qui ne peuvent pas être présents. Merci à tous et à très bientôt. Merci à tous, au revoir. Au revoir.
Je trouve le bouton pour éteindre la lumière et puis